Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'explosion de 2 bombes artisanales dans la chambre du curé d'une paroisse catholique ravive les flammes de la persécution contre cette congrégation religieuse au Cameroun. Aucune perte en vie humaine, mais le diocèse de Bala est sous le choc face à cette tentative d'assassinat de l'un de ses curés. Les prières s'intensifient sans pour autant percer à jour le mystère de cet esprit meurtrier qui rôde autour de la communauté chrétienne catholique. Ce soir, une enquête qui va retracer le souffle de ces explosions pour identifier le mobile de ces démons qui s'acharnent contre l'église catholique au Cameroun. Vous suivrez notre enquête ce soir dans ce journal. Les activités économiques tournent au ralenti au Cameroun, la faute à la dégradation criarde des principaux axes routiers, ce qui plombe les performances du secteur des transports. Cette situation remet au goût du jour des soupçons de détournement des fonds issus du péage routier. Dans ce journal, des transporteurs s'insurgent contre la mauvaise gestion des péages et l'insuffisance de l'entretien routier au Cameroun. Et la crise anglophone continue de susciter, de cristalliser l'attention de la communauté internationale. Vous écouterez dans ce journal l'analyse de l'ambassadeur de France au Cameroun. Il est l'invité du journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La dégradation criarde des principaux axes routiers remet au goût du jour la mauvaise gestion des péages au Cameroun. Des transporteurs confrontés à ce mauvais état des routes déplorent les détournements des fonds issus du péage pour servir d'autres intérêts. La compétitivité du transport terrestre prend ainsi un sérieux coup et les activités économiques tournent au ralenti au grand désarroi des milieux des affaires. Reportage Warren Zede et Kate Diarra. Le secteur du transport routier est en proie à de nombreuses difficultés, au rang desquelles la concurrence déloyale en matière de transport des marchandises, l'insécurité et les tracasseries, pour ne citer que celles-là. Pourtant, selon les acteurs de ce secteur, les postes de péage et de contrôle routier, gérés à la fois par la police, la gendarmerie et la douane, jonchent les routes. Il y a trop de contrôle sur la route. Quand je vous dis, par exemple, nous partons de Douala pour Bangui, on a 150% de contrôle. Je vous rassure, il n'y a aucun poste où vous allez passer sans ne pas monnayer. Ces agents de contrôle, appâtés par le gain, passent pour la plupart à côté de leurs missions essentielles. Au lieu d'essayer de voir comment est-ce que nous pouvons booster la lutte contre les accidents de la route en amenant les gens à un peu de conscience et en luttant contre la délinquance routière, c'est plutôt la corruption qui atteint un seuil. Et qui subit cette corruption, c'est le transporteur. Des attitudes condamnables à l'origine de nombreuses pertes d'argent. Parce que vous partez de Douala pour Bangui, vous laissez pratiquement sur nos routes 2 à 300 000 de nos francs. Quel est le véritable rôle des péages routiers au Cameroun? Où va l'argent collecté sur les routes? Des questions qui peuvent être posées au vu de l'état de dégradation de ces routes camerounaises. En effet, selon la loi du 7 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national, l'argent est collecté par les péagistes sur le terrain et déposé dans un compte du fonds routier logé à la BEAC par l'entremise de l'agence comptable centrale du Trésor, un argent destiné, selon le même test, à entretenir le réseau routier de façon annuelle. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. Vous partez de Douala pour Bangui, le long de la route, vous allez trouver 2 à 300 camions, véhicules en panne sur la route. L'état de nos routes, les nids de poules. Quand vous prenez rien que le petit tronçon qu'on vient de refaire il y a moins de 5 ans, nous avons des trous de profondeur d'1 mètre sur cette route. À quoi sont réellement destinés les nombreux millions collectés sur nos routes lents? Une question qui, pour l'heure, reste sans réponse. Ce mauvais état des routes constitue le principal calvaire des populations résidentes à Bafoussam 1er. Les efforts de la municipalité qui a effectué un taux d'exécution de ses investissements à 67% restent insuffisants pour répondre aux besoins réels des populations. Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. De toutes les attentes des populations de la commune de Bafoussam 1er, la viabilisation des routes est une préoccupation de tous les instants. En saison sèche, elles inhalent des nuages de poussière, tout comme en ce moment,
avec les pluies, ces populations doivent patauger dans les mares d'eau. Le reprofilage et même le bitumage de ces routes est un casse-tête pour le conseil municipal de Bafoussam 1er. Les communes d'arrondissement ne sont pas très loties financièrement. L'essentiel des recettes va à la communauté urbaine, qui a aussi en charge la plus grande partie des réseaux routiers. Ce qui n'est pas fait, vous connaissez l'état de route dans la communauté urbaine. On peut regretter ça, mais globalement, je pense que le maire Foka a fait un travail appréciable. Face à la rareté des ressources financières pour bitumer la voirie de Bafoussam 1er, le chef de cet exécutif municipal est en passe de nouer des partenariats. Il y a la ville de Sfax en Tunisie. La partie tunisienne a déjà fait ce qui relevait d'elle, notamment une délibération validée par le ministre de l'administration territoriale tunisienne. Le 23 octobre prochain, le maire de Messissène sera à Bafoussam avec deux de ses proches collaborateurs, donc 2 adjoints, afin de finaliser ce projet que nous avons entamé il y a quelques mois en France. À la majorité absolue, les conseillers municipaux viennent de valider la délibération autorisant le maire à parapher ses contrats de jumelage. À 3 mois de la fin de l'exercice en cours, la commune de Bafoussam 1er est en bonne voie dans la réalisation de ses projets d'investissement. Le taux de réalisation de nos projets, que ce soit sur fonds propres ou bien sur le financement de l'État, nous sommes à 67%, je pense que ce n'est pas mauvais. En se séparant à cette session d'évaluation des projets à mi-parcours, les conseillers de Bafoussam 1er se donnent rendez-vous à la dernière session de décembre pour le vote du budget 2018, date d'échéance municipale pour le renouvellement des exécutifs communaux au Cameroun. Pendant ce temps, à Konsamba 3e, plusieurs chantiers sont abandonnés au grand désarroi des populations. Plusieurs projets pourtant initiés pour assurer le développement des populations, parmi lesquels l'hôtel de ville et d'autres infrastructures visant à améliorer le quotidien des populations. Elle crie bien sûr et dénonce l'attitude de la municipalité de Konsamba 3e au regard de ces chantiers abandonnés depuis belle lurette. Et les avocats des victimes de la catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016 sont déçus de l'absence de l'ancien directeur général de Camrail à l'audience qui s'est tenue au tribunal à Ezeka, une absence critiquée par le conseil des avocats, par le conseil des victimes de la catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016. Les débats n'ont pas pu être ouverts sur le fond ce jour. Une grosse indignation de la part du collectif des avocats qui apporte une assistance juridique aux victimes de cette catastrophe ferroviaire. Je vous propose d'écouter Maître Guy-Olivier Motin, l'un des avocats qui défend les victimes de ce drame ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Ezeka. Il s'agit d'une légèreté. C'est une légèreté blâmable. Comme vous avez dû le souvenir, ait perdu la vue et que beaucoup d'autres ne puissent pas faire usage de leurs membres aujourd'hui, qui est des gens simplement traumatisés, mais qu'on arrive à une audience comme celle-ci, où nous partons de Douala, où on fait des kilomètres, où tout le monde risque sa vie, et qu'on arrive que les principaux responsables ne soient pas là. C'est plutôt ahurissant. Et d'ailleurs, sur ce point, il est important de noter, et vous étiez en salle, que le parquet a dû comprendre que cette légèreté ne peut pas prospérer dans un pays de droit. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il a été sollicité que puisse comparaître non seulement le monsieur qui était directeur général au moment des faits, mais davantage celui qui est directeur général aujourd'hui. Parce que vous l'avez rappelé, et ce n'est pas anodin, que Camrail est poursuivi comme étant pénalement responsable dans cette affaire, avant d'être éventuellement civilement responsable. Vous l'avez suivi, les débats n'ont pas pu être ouverts dans le fond ce jour et l'audience a été reportée pour le début du mois de novembre afin que puissent comparaître l'ancien et le nouveau directeur général de la société Camrail, pénalement responsable de ce drame ferroviaire qui a coûté la vie à plusieurs centaines de personnes selon des sources de la société civile et environ 80 personnes décédées selon des sources officielles. Je vous le disais, en titre, l'Église catholique du Cameroun est-elle encore au centre d'une nouvelle persécution? La nouvelle explosion de 2 bombes artisanales dans la chambre du curé d'une paroisse catholique qui ravive les flammes de la persécution contre cette Église catholique au Cameroun.
Aucune perte en vie humaine, mais le diocèse de Bala est sous le choc. Les prières s'intensifient sans pour autant démystifier ces esprits criminels qui rôdent autour de la communauté chrétienne catholique, mais aussi de ses bergers. Nos reporters étaient sur place à Ça pour mener leur enquête. Je vous propose de les suivre dans ce reportage signé Marcelin Gansop. Dans la chambre du curé de la paroisse Sacré-Cœur de Ça, des ouvriers sont à pied d'œuvre. Ils essaient tant bien que mal de reconstruire ce qui peut encore l'être. Mais l'impact de la double détonation de samedi est bien visible. En l'absence du curé, le vicaire de la dite paroisse raconte la tragédie du samedi 7 octobre aux environs de 20 h. Nous étions là samedi soir. Je suis rentré célébrer une messe d'enterrement. Et le curé qui était dans sa chambre ici, il est sorti avec ses documents, travailler au bureau de l'extérieur où il reçoit les fidèles. Alors j'étais assis dans la salle du séjour avec l'un de mes cousins qui est venu me rendre visite. Alors aux environs de 20 h, nous avons suivi une forte détonation qui a fait vibrer tout le bâtiment. Alors nous sommes sortis. Le curé aussi de l'autre côté est sorti pour voir, qu'on voit ensemble ce qui n'allait pas et d'où provenait ce bruit. À peine une minute d'écart, nous avons suivi une deuxième forte détonation qui m'a amené à me dire qu'il s'agirait peut-être d'une agression. Nous avons fait signe au curé de rentrer, s'enfermer dans son bureau et j'ai couru, moi, mon cousin, sa femme et ses 2 petits-enfants, je les ai cachés dans ma chambre et nous nous sommes réfugiés là. Sur le champ, les dégâts sont importants puisque la chambre du curé est presque réduite en cendres. Tout s'est complètement, vous pouvez le constater, brûlé et le feu a pris jusqu'au niveau de l'électricité. Tout s'est brûlé, valise, chapelle, soutane, aube, étole, chasuble, il n'a plus rien pour célébrer la messe, plus d'ornements et autres. Jusqu'à le matelas a pris feu, les thés d'oreiller et autres. Nous rendons grâce à Dieu du fait qu'il n'ait pas été là au moment où ça se passait. Selon le vicaire et les premiers éléments fournis par la police judiciaire, il est évident que ce sont les bombes artisanales qui ont été utilisées et que c'est bien le curé, l'abbé Jean-Louis Mélanie Akpa, qui était la cible de cette attaque d'un autre genre. Vous pouvez apercevoir la fenêtre ouverte. Bon, les débris de Nako ont été enlevés. Mais on se dit que c'est à partir d'ici qu'ils ont visé parce qu'ils savaient que la table de travail du curé est juste au niveau de la fenêtre et c'est là où il s'assoit chaque soir pour lire ou pour travailler. Et aussi vous allez constater au niveau du mur, il y a des choses comme si c'était des traces de pas. Serait-il monté, aurait-il projeté quelque chose de là? Et lui-même, de son témoignage, dit qu'il n'arrive pas à expliquer ce qu'il a enlevé de sa chambre au moment même où 18 h 30 arrivait pour qu'il se retrouve au bureau et qu'il prolonge le travail au niveau du bureau. Il n'arrive pas à comprendre lui-même. Juste peut-être, Dieu n'a pas voulu que le pire arrive, mais je pense que s'il avait été ici, compte tenu de l'ampleur de l'explosion, je crois qu'il ne vivrait plus. Nous tentons de comprendre ce qui peut justifier un tel acharnement. À peine 2 mois après la prise de fonction du nouveau conseil paroissial, le curé est-il victime de quelques réformes qu'il a entreprises depuis son arrivée? Cette question cherche toujours réponse. Mais le vicaire rappelle qu'en 2 mois d'exercice, le presbytère a été l'objet de plusieurs coups de vol. Mais rien à voir avec l'acte posé le 7 octobre. Nous pouvons quand même dire une chose, c'est que lorsque nous sommes arrivés, nous avons pris fonction ici le 18 juillet passé. Et le curé sortant, l'abbé Élie Modeste Abanda, qui est actuellement curé de la paroisse de Long, en partant nous a fait comprendre qu'il était victime de beaucoup de coups de vol, au point où il y a des nuits, il n'arrivait pas à dormir. Il était obligé parfois de dormir dehors, caché quelque part avec son fusil de chasse qu'il avait. Lorsqu'il constatait une présence, il tirait en l'air et voilà, les envahisseurs s'enfuyaient. Alors, nous avons reçu des coups de vol depuis que nous sommes arrivés, depuis 2 mois, 4 ou 5 coups de vol, dont le premier remonte au 15 août au soir, où ils sont arrivés. Ils ont cassé la porte de la cuisine, espérant, pensant prendre les offrandes que les fidèles avaient données le 15 août. Malheureusement, nous, on avait mis les offrandes dans un autre magasin. 2 jours après, ils sont revenus.
Ils ont cassé ma chambre, ils ont ramassé 40 000 francs et mes téléphones, ils sont partis. Ce premier coup de vol laissait voir qu'il s'agissait juste des affamés. Mais ce qui s'est passé ici dans la chambre est tout à fait différent des premiers coups de vol. Nous avons tous l'espoir qu'il s'agit soit d'un règlement de compte, soit quelqu'un qui veut à notre peau ou à notre vie. Même si les événements douloureux du 7 octobre sont encore frais dans les mémoires, l'Église catholique qui est à ça n'entend pas lâcher prise. D'où les travaux de réflexion de la chambre du curé qui ont été engagés pour tenir tête à l'ennemi qui est jusqu'ici tapis dans l'ombre. Le 15 août, nous savons que les dames qui prennent de l'argent à l'église ici, le 15 août, il y a eu un coup de vol. C'est-à-dire que certaines de ces dames avaient volé. En fait, l'argent avait disparu de la quête et nous l'avons constaté. Et j'ai fait déposer ces femmes-là. Et bien après, nous avons voulu reconstituer le conseil paroissial parce que c'est une paroisse qui fonctionnait un peu différemment des autres, qui n'avait vraiment pas l'air d'un bon fonctionnement d'une paroisse catholique. Bon, peut-être il y a eu quelques mécontentements, nous ne savons pas. Alors nous avons décidé, nous ne fuyons pas. Nous avons dit au père évêque qui était là hier, Monseigneur Sosten Baimi, nous lui avons dit, nous ne fuyons pas, nous ne quittons pas la paroisse. Peut-être, pourquoi pas jusqu'au martyre s'il le faut. Juste derrière moi, la fenêtre de la chambre du curé, la fenêtre par laquelle le pire a failli se produire samedi soir. Plus de peur que de mal, la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de ça tient debout. Mais une question demeure. Pourquoi? Des éléments de réponse seront peut-être disponibles à la suite des enquêtes qui ont été ouvertes. Ici, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Dans le reste de l'actualité, le Conseil national de la communication déplore les dérives dans le traitement de l'actualité relative à la crise anglophone au Cameroun. Le CNC invite les journalistes à faire preuve de neutralité et surtout de respecter la déontologie professionnelle dans le traitement et la collecte des informations relatives à une telle crise. Cependant, l'approche du régulateur n'est pas toujours appréciée au sein de la corporation des journalistes et les échanges étaient vifs lors de cette réunion de sensibilisation entre le CNC et les journalistes du côté de Yaoundé. Emmanuel Diop et Guy Zogo. La presse nationale et internationale avait rendez-vous pour un conclave à Yaoundé à l'invitation du Conseil national de la communication pour une réflexion intitulée « Le traitement de l'information par les médias en temps de crise en rapport avec la crise anglophone actuelle ». Les journalistes doivent être responsables. Les journalistes doivent vérifier leurs informations avant de les publier. Et pendant une période de crise, il faut regarder tout ce que tu veux. Je parle d'exposition sélective de l'information. Il faut savoir ce que tu dois donner au public. Il faut que les journalistes soient corrects, directs, donnent l'information. Quand tu pars pour un reportage, il faut être un reporter, non pas un supporter. Chez les journalistes, la question de la responsabilité au milieu de ces déséquilibres, la marge de manœuvre du Conseil national de la communication pour influer sur la presse peut s'avérer ténue. Et toujours sur le théâtre de la crise anglophone, des avocats sont divisés sur la reprise des activités dans les différents tribunaux. Certains ont repris le chemin des juridictions, d'autres s'opposent à cette reprise des activités, estimant que de nombreux confrères sont encore embastillés dans le cadre de cette crise et d'autres ont dû fuir le pays par peur de représailles. Un an après le début de cette crise anglophone, les avocats d'expression anglaise sont divisés sur la reprise des activités dans les différentes juridictions des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et bien loin de cette crise anglophone, les communautés du Nord-Ouest et Sud-Ouest vivent les réalités d'une intégration nationale et d'une réelle cohabitation avec d'autres communautés. Toutes sont installées à Mabanda, dans le 4e arrondissement de Douala. C'est le constat que font Robert Moukoubé et Flavien Valodongo dans ce reportage. Mabanda, l'un des quartiers cosmopolites du 4e arrondissement de la ville de Douala, respire la cohabitation pacifique
entre anglophones et francophones. Il y a quand même l'amour entre nous, les anglophones et les francophones. Aujourd'hui, ici à Mambala, on est à l'aise, on n'a pas eu de problème. On est mélangés, il y a les Bassa, les Bamileke, les Mbou, les anglophones et tout. Vous allez trouver anglophones, francophones, les deux sont assis sur le même table en train de manger, il n'y a pas de guerre. Les populations qui y vivent, et malgré le climat délétère qui règne dans les régions anglophones, développent davantage un climat social serein. Il y a tellement de mariages. J'ai deux frères qui aussi sont mariés à la zone anglaise, ils sont à Mamanda. J'en connais des beaux frères qui sont des Anglais qui sont à Mamanda. Il y a marié mes soeurs. Nous vivons en famille à Mamanda, donc nous ne connaissons pas ce problème ici à Mamanda. Même dans des différents établissements scolaires, les deux sont là. Ils ont une bonne entente. Ça fait pas une semaine, un mariage se passait ainsi, francophone, anglophone, et ça s'est bien passé. Sur le plan culinaire, les mets des deux communautés sont consommés de part et d'autre. Tout le monde consomme. À tout, c'est bon, c'était l'Ouest, c'est Bamenda, mais les héros, c'est la nourriture nationale aujourd'hui. Nous consommons les foufous, les héros, et nous consommons les tarots avec eux, un peu de tout. Ils consomment les mêmes choses que nous, les Bamileke. Pour Tinda Jean, par ailleurs chef de bloc 38 du quartier Mabanda à Douala, entre les populations anglophones et francophones, le ciel est sans nuage depuis des années. Donc pour la stabilité, ici à Mabanda, nous n'avons pas de problème. Au quartier Mabanda, les racines du vivre ensemble semblent bien implantées. Sur le front de guerre contre le terrorisme, des jeunes se sont mobilisés en vue d'exhorter les populations à œuvrer pour la paix, la cohésion, mais la préservation de l'unité nationale en ces temps de guerre à l'extrême nord du Cameroun. Des précisions avec Amadou Daïrou et Gladys Sidier. Chapeau en main, les jeunes de la région de l'extrême nord marchent. Ils sont sortis en masse pour parcourir les 10 km de la paix. Ils ont arpenté des ruelles dans le département du Mayo-Tanaga, des localités de Mayo-Moskota et Koza, à la frontière du Nigeria avec l'État du Borno, l'un des bastions de Boko Haram. Des jeunes déterminés à garder la tête haute face à l'ennemi. Les difficultés auxquelles nous affrontons, c'est par rapport aux touristes qui traversent de l'autre côté. Parce que chaque nuit, on ne dort pas bien. Ils viennent à minuit. Et comme c'est une guerre asymétrique, nous ne pouvons pas maîtriser. Même la force de défense, ça les dépasse. Parce que quand ils viennent souvent à minuit, incendier les maisons, et tuer, enlever les personnes, tout ça. Vraiment, nous avons eu tous les problèmes du monde. L'armée sur place est en train de faire son travail, mais avec tout cela, ils ont maintenant changé le système B, c'est le plan B. Le plan B, c'est-à-dire, au lieu de venir avec les armes, faire le combat comme d'habitude, ils utilisent les femmes pour venir, n'est-ce pas, avec les kamikazes, nous faire dur. C'est vraiment compliqué. Le kamikaze est vraiment difficile à maîtriser parce qu'on ne connaît pas qui est qui. La population, à travers cette marche, a de nouveau été sensibilisée sur les nouvelles stratégies employées par la secte islamiste Boko Haram. Les jeunes de l'extrême nord ont aussi tenu à passer un message à leurs frères des régions du nord-ouest et du sud-ouest pour un retour à la stabilité. Nous voudrons que les jeunes du nord-ouest et du sud-ouest comprennent que si nous sommes indivisibles, tout ira. Parce que quand certains qui viennent nous, par exemple, créer des problèmes, la division, je pense que ce n'est pas la solution. Je ne conseillerais jamais que les populations, n'est-ce pas, de créer les problèmes dans le pays. Je pense que si on était proche de Bamenda, on allait, n'est-ce pas, organiser des réunions avec les jeunes de la région du sud-ouest et du nord-ouest. Dans la construction de l'édifice paix, les jeunes de la région de l'extrême nord ont choisi d'être des acteurs et non de simples spectateurs. L'ambassadeur de France au Cameroun a effectué une visite dans les locaux de la plus grande chaîne de télévision au Cameroun. Gilles Thibault était dans les locaux d'Equinox Télévision pour apprécier la qualité du traitement de l'actualité tel que effectué par les journalistes de votre chaîne, la chaîne du peuple. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou et Mitterrand Dame. Ce tête-à-tête entre Séverin Tchunke et Gilles Thibault marque l'un des moments de la visite de l'ambassadeur de France au Cameroun dans les locaux d'Equinox Télévision à Douala. Gilles Thibault a fait le tour de quelques studios et bureaux bien encadrés par les journalistes et d'autres employés de la chaîne. Le diplomate français, qui est l'un des fidèles téléspectateurs d'Equinox Télévision, se réjouit notamment de la rigueur professionnelle qui encadre le traitement de l'information, surtout en ce moment où le contexte sociopolitique apparaît tendu au Cameroun. Oui, les médias ont toujours un grand rôle à jouer.
quelles que soient les circonstances, pour donner une information juste, mesurée, équilibrée, impartiale. Je vous propose à présent de suivre l'entretien que l'ambassadeur de France au Cameroun nous a accordé dans le cadre de sa visite dans les locaux d'Equinox Télévision. Gilles Thibault qui s'exprime sur la crise anglophone, mais aussi la crise sécuritaire vécue au Cameroun. Il s'exprime dans la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau l'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault. Bonsoir et bienvenue sur Equinox Télévision. Cela fait 12 mois que le Cameroun vit au rythme d'une crise sociopolitique dans les régions anglophones. Quelle est la position de la France sur cette crise qui se déroule au Cameroun? Je ne vous étonnerai pas en disant que cette position est la même que celle des Camerounais, des organisations internationales et des autres partenaires du pays, c'est-à-dire que nous avons appelé l'ensemble des interlocuteurs à la retenue, à l'arrêt des violences et au dialogue. Rien d'étonnant, effectivement, que nous ayons repris d'ailleurs les termes mêmes utilisés par le chef de l'État camerounais, qui également avait demandé l'arrêt des violences, quels qu'en soient les auteurs. Alors vous parlez de dialogue, quelle forme de dialogue doit être mise sur pied pour pouvoir sortir de la crise? Alors je voudrais dire d'abord une chose, cette question qui se pose dans les régions d'expression anglophone, elle concerne d'abord en premier chef le Cameroun et tous les Camerounais. Mais la forme que doit prendre le dialogue, ce n'est pas à moi de les déterminer. Pour autant, effectivement, comme ami de la France, il me semblerait bon et utile que les gens se rendent sur le terrain, comme je l'ai fait. Moi, je suis allé dans le sud-ouest, à Boya, je suis allé au mois de juillet à Bamenda, à Ndop, à Bambi, dans d'autres localités, et j'ai rencontré des Camerounais vivant dans cette zone-là. Et quel est le problème qui vous ont posé par rapport à cette crise? Qu'est-ce qui fait problème lorsque vous avez échangé avec eux? Quelle est la réalité que vous avez identifiée dans ces régions anglophones? Ce qui fait problème, c'est d'abord aux populations sur place, effectivement, de le dire. C'est à vous, les Camerounais, de l'estimer. Moi, ce que j'ai pu voir, comme je l'ai vu dans d'autres régions du Cameroun, c'est qu'il y a effectivement des véritables difficultés économiques, des incompréhensions peut-être entre les différentes régions du Cameroun. Il y a une spécificité anglophone du fait de l'héritage de la période coloniale, notamment avec l'utilisation de la common law, avec un système d'enseignement spécifique. C'est au départ d'ailleurs la base des revendications. Il me semble qu'elles ont été portées dans le débat public, que le gouvernement y a répondu, mais il y a peut-être encore des difficultés résiduelles, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne soient pas importantes, à régler. Ce qui me frappe, moi, c'est que c'est davantage un problème qui concerne tout le Cameroun que la zone spécifique du nord-ouest et du sud-ouest. Là où il y a des difficultés, c'est effectivement un accès à certains services de base qui est plus ou moins difficile, c'est la volonté de ces populations de pouvoir, tout en gardant leur spécificité, pouvoir faire vivre leurs enfants, vivre elles-mêmes dans des conditions agréables, décentes. Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, vous avez suivi ces velléités séparatistes qui s'expriment depuis plusieurs mois. L'Union européenne également vit cette situation avec la Catalogne. La France en a connu dans son histoire politique.
Au regard de ces expériences, comment résoudre une telle crise? Il n'y a pas d'autre solution qu'effectivement entendre ce qu'expriment les populations sur place, d'aller voir comment améliorer leur quotidien. Et c'est pas tant ce que peuvent dire de l'extérieur sur la situation que ces populations vivent qui est intéressant, c'est effectivement un contact entre les différents représentants de ces populations, qui ont aussi des députés, des sénateurs, des maires, qui ont également des représentants, il y a également des représentants de l'État sur place, des fonctionnaires, il y a aussi des organisations de la société civile que j'ai rencontrées à Bamenda. Il faut entendre toutes les parties et proposer des solutions, ce qui va prendre du temps. De toute façon, cette question-là est assez ancienne et il faut accepter que pour apporter des réponses pertinentes aux problèmes posés, eh bien, il faille également du temps et il faut un dialogue apaisé de la part de toutes les parties. Il faut être dans la sérénité et également dans la transparence de part et d'autre. Il faut tenir compte de ce que disent les populations, la majorité silencieuse, et d'abord la majorité silencieuse, ce qu'elle souhaite d'abord, c'est pouvoir vivre normalement sans être l'otage d'extrémistes comme il peut y en avoir, ni en même temps d'être soumise à une crainte d'une réaction des autorités gouvernementales qui serait trop forte. En l'occurrence, c'est la modération qui compte de part et d'autre. Justement, en dehors de cette crise anglophone, il y a une menace sécuritaire qui plane à l'extrême nord du Cameroun, où vous y êtes rendu il y a quelques mois pour évaluer la situation sécuritaire. Quelles sont les réalités auxquelles vous avez été confrontés dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme? Là encore, il y a des situations au quotidien vécues par des populations, situations difficiles. Il y a une pression qui est exercée dans certaines zones par des groupes terroristes qui rendent le quotidien difficile. Alors, moi, je ne peux que saluer l'engagement des forces de sécurité et de défense camerounaises dans ce combat contre le terrorisme, l'engagement également des États de la région du lac Tchad à travers la force multinationale mixte. Et comme vous le savez, la France, avant d'ailleurs l'engagement du Cameroun en 2014 dans ce combat contre Boko Haram, était elle-même, et elle l'est encore plus que jamais, engagée partout sur notre propre territoire, mais également en Afrique, dans cette lutte contre les extrémistes. Justement, la France qui avait promis d'accompagner les pays engagés dans cette guerre contre le terrorisme, c'était lors du sommet sur la sécurité qui s'est tenu en 2013, là où le président de la République du Cameroun avait lui-même déclaré la guerre contre Boko Haram. Mais depuis, les Camerounais s'interrogent sur la contribution de la France dans le cadre de cette guerre, où le Cameroun se retrouve tout seul alors que c'est une cause commune. C'est une contribution très concrète et évidemment le Cameroun n'a jamais été tout seul. Il ne l'était pas avant lui-même de décider sur le président Biya annonce sur le perron de l'Élysée en 2014 qu'il allait déclarer la guerre à Boko Haram. Nous étions déjà aux côtés du Cameroun comme nous étions déjà aux côtés du Mali. Vous vous souvenez quand le 11 janvier 2013, quand Katiba était en train de descendre sur Bamako pour y installer un État islamique, la France est intervenue. Donc la France paie le prix du sang aux côtés de ses frères africains dans cette lutte-là. Et très concrètement, au Cameroun, eh bien, nous soutenons la formation des démineurs. Nous soutenons la formation de forces spéciales, nous soutenons des formations de professionnalisation dans le domaine de la collecte du renseignement, nous soutenons aussi des forces de police et de gendarmerie pour leur apprendre à mieux intervenir sur des scènes d'attentats. Tout ça, ce sont des actions concrètes au quotidien que nous menons
avec le Cameroun, et il y a des échanges permanents entre les états-majors camerounais et les états-majors de la force Barkhane, dont maintenant le PC est situé à N'Djamena. Donc on est dans des actions très concrètes, de façon différente que dans la bande sahélo-sahélienne. On n'a pas d'hommes engagés sur le territoire camerounais, on a simplement des officiers de liaison et puis des détachements de formation qui interviennent en permanence à partir de Libreville pour professionnaliser dans les domaines que j'indiquais, renseignement, déminage, forces spéciales, les unités camerounaises concernées. Alors, Gilles Thibault, vous êtes ambassadeur de France au Cameroun, cela fait 12 mois, c'est votre première visite ici sur Equinox Télévision à Douala. Quelle est la perception et l'appréciation que vous avez des programmes de cette chaîne de télévision? Ça fait partie des chaînes, comme tous ceux qui résident au Cameroun, que je regarde. Je trouve, et c'est ce qu'il convient de faire, qu'il y a une présentation de l'actualité suffisamment impartiale, qu'à vous déployer sur le terrain, c'est ce qui compte, parce que l'information, elle ne peut pas être traitée par des journalistes à partir de Douala ou Yaoundé pour dire comment va le pays, quelle situation connaissent ces différentes populations. Il faut évidemment aller sur place. Moi, depuis mon arrivée, je crois que j'ai parcouru plus de 50 000 km. Je suis allé plusieurs fois dans chacune des 10 régions du Cameroun et je continue à le faire. Et il faut dialoguer, on revient toujours à cette nécessité-là, dialoguer, rencontrer l'ensemble des acteurs, des forces vives du Cameroun, ce qui va de l'agriculteur qui fait de la riziculture à Ndop, sur des gens qui, dans la région de Guidiguis, dans l'extrême nord, sont sur des projets de formation professionnelle, sur l'édification de mares pour mieux accueillir les troupeaux localement, avec des gens qui font également des élevages de poissons. Enfin, faut être partout présent. Et votre média, me semble-t-il, va sur le terrain à la rencontre des populations et rend compte objectivement de ce qui se passe. Merci Gilles Thibault. Je précise que vous êtes l'ambassadeur de France au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Equinox Télévision. La nouvelle explosion de 2 bombes artisanales dans la chambre du curé d'une paroisse catholique qui ravive les flammes de la persécution contre cette église catholique au Cameroun. Aucune perte en vie humaine, mais le diocèse de Bala est sous le choc. Les prières s'intensifient sans pour autant démystifier ces esprits criminels qui rôdent autour de la communauté chrétienne catholique, mais aussi de ses bergers. Nos reporters étaient sur place à Ça pour mener leur enquête. Je vous propose de les suivre dans ce reportage signé Marcelin Gansop. Dans la chambre du curé de la paroisse Sacré-Cœur de Ça, des ouvriers sont à pied d'œuvre. Ils essaient tant bien que mal de reconstruire ce qui peut encore l'être. Mais l'impact de la double détonation de samedi est bien visible. En l'absence du curé, le vicaire de la dite paroisse raconte la tragédie du samedi 7 octobre aux environs de 20 h. Nous étions là samedi soir. Je suis rentré célébrer une messe d'enterrement. Et le curé qui était dans sa chambre ici, il est sorti avec ses documents, travailler au bureau de l'extérieur où il reçoit les fidèles. Alors j'étais assis dans la salle du séjour avec l'un de mes cousins qui est venu me rendre visite. Alors, aux environs de 20 h, nous avons suivi une forte détonation qui a fait vibrer tout le bâtiment. Alors, nous sommes sortis. Le curé aussi de l'autre côté est sorti pour voir, qu'on voit ensemble ce qui n'allait pas et d'où provenait ce bruit. À peine 1 minute d'écart, nous avons suivi une deuxième forte détonation qui m'a
amené à me dire qu'il s'agirait peut-être d'une agression. Nous avons fait signe au curé de rentrer, s'enfermer dans son bureau et j'ai couru, moi, mon cousin, sa femme et ses 2 petits-enfants. Je les ai cachés dans ma chambre et nous nous sommes réfugiés là. Sur le champ, les dégâts sont importants, puisque la chambre du curé est presque réduite en cendres. Tout s'est complètement, vous pouvez le constater, brûlé. Et le feu a pris jusqu'au niveau de l'électricité. Tout s'est brûlé, valise, chapelle, soutane, aube, étole, chasuble. Il n'a plus rien pour célébrer la messe, plus d'ornements et autres. Jusqu'à le matelas a pris feu, les thés d'oreiller et autres. Nous rendons grâce à Dieu du fait qu'il n'ait pas été là au moment où ça se passait. Selon le vicaire et les premiers éléments fournis par la police judiciaire, il est évident que ce sont les bombes artisanales qui ont été utilisées et que c'est bien le curé, l'abbé Jean-Louis Mélanie Akpa, qui était la cible de cette attaque d'un autre genre. Vous pouvez apercevoir la fenêtre ouverte. Bon, les débris de NACO ont été enlevés. Mais on se dit que c'est à partir d'ici qu'ils ont visé, parce qu'ils savaient que la table de travail du curé est juste au niveau de la fenêtre, et c'est là où il s'assoit chaque soir pour lire ou pour travailler. Et aussi, vous allez constater au niveau du mur, il y a des choses comme si c'était des traces de pas. Serait-il monté, aurait-il projeté quelque chose de là? Et lui-même, de son témoignage, dit qu'il n'arrive pas à expliquer ce qu'il a enlevé de sa chambre au moment même où 18h30 arrivait pour qu'il se retrouve au bureau et qu'il prolonge le travail au niveau du bureau. Il n'arrive pas à comprendre lui-même. Juste peut-être, Dieu n'a pas voulu que le pire arrive, mais je pense que s'il avait été ici, compte tenu de l'ampleur de l'explosion, je crois qu'il ne vivrait plus. Nous tentons de comprendre ce qui peut justifier un tel acharnement. À peine 2 mois après la prise de fonction du nouveau conseil paroissial, le curé est-il victime de quelques réformes qu'il a entreprises depuis son arrivée? Cette question cherche toujours réponse. Mais le vicaire rappelle qu'en 2 mois d'exercice, le presbytère a été l'objet de plusieurs coups de vol. Mais rien à voir avec l'acte posé le 7 octobre. Nous pouvons quand même dire une chose, c'est que lorsque nous sommes arrivés, nous avons pris fonction ici le 18 juillet passé. Et le curé sortant, l'abbé Élie Modeste Abanda, qui est actuellement curé de la paroisse de Long, en partant nous a fait comprendre qu'il était victime de beaucoup de coups de vol, au point où il y a des nuits, il n'arrivait pas à dormir. Il était obligé parfois de dormir dehors, caché quelque part avec son fusil de chasse qu'il a. Lorsqu'il constatait une présence, il tirait en l'air et voilà, les envahisseurs s'enfuyaient. Alors, nous avons reçu des coups de vol depuis que nous sommes arrivés, depuis 2 mois, 4 ou 5 coups de vol, dont le premier remonte au 15 août au soir, où ils sont arrivés. Ils ont cassé la porte de la cuisine, espérant, pensant prendre les offrandes que les fidèles avaient données le 15 août. Malheureusement, nous, on avait mis les offrandes dans un autre magasin. 2 jours après, ils sont revenus. Ils ont cassé ma chambre, ils ont ramassé 40 000 francs et mes téléphones, ils sont partis. Ce premier coup de vol laissait voir qu'il s'agissait juste des affamés. Mais ce qui s'est passé ici dans la chambre est tout à fait différent des premiers coups de vol. Nous avons tous l'espoir qu'il s'agit soit d'un règlement de compte, soit quelqu'un qui veut à notre peau ou à notre vie. Même si les événements douloureux du 7 octobre sont encore frais dans les mémoires, l'Église catholique qui est à ça n'entend pas lâcher prise. D'où les travaux de réflexion de la chambre du curé qui ont été engagés pour tenir tête à l'ennemi qui est jusqu'ici tapis dans l'ombre. Le 15 août, nous savons que les dames qui prennent de l'argent à l'église ici, le 15 août, il y a eu un coup de vol. C'est-à-dire que certaines de ces dames avaient volé. En fait, l'argent avait disparu de la quête et nous l'avons constaté. Et j'ai fait déposer ces femmes-là. Et bien après, nous avons voulu reconstituer le conseil paroissial parce que c'est une paroisse qui fonctionnait un peu différemment des autres, qui n'avait vraiment pas l'air d'un bon fonctionnement d'une paroisse catholique. Bon, peut-être il y a eu quelques mécontentements, nous ne savons pas. Alors nous avons décidé, nous ne fuyons pas. Nous avons dit au père évêque qui était là hier, Monseigneur Sosten Baimi, nous lui avons dit, nous ne fuyons pas, nous ne quittons pas la paroisse. Peut-être, pourquoi pas jusqu'au martyre s'il le faut. Juste derrière moi, la fenêtre de la chambre du curé, la fenêtre par laquelle le pire a failli se produire samedi soir. Plus de peur que de mal, la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de ça tient debout. Mais une question demeure. Pourquoi? Des éléments de réponse seront peut-être disponibles à la suite des enquêtes qui ont été ouvertes. Ici, Élisée Borba, Marcelin Gansop.
Equinox Télévision. Dans le reste de l'actualité, le Conseil national de la communication déplore les dérives dans le traitement de l'actualité relative à la crise anglophone au Cameroun. Le CNC invite les journalistes à faire preuve de neutralité et surtout de respecter la déontologie professionnelle dans le traitement et la collecte des informations relatives à une telle crise. Cependant, l'approche du régulateur n'est pas toujours appréciée au sein de la corporation des journalistes et les échanges étaient vifs lors de cette réunion de sensibilisation entre le CNC et les journalistes du côté de Yaoundé. Emmanuel Diop et Guy Zogo. La presse nationale et internationale avait rendez-vous pour un conclave à Yaoundé à l'invitation du Conseil national de la communication pour une réflexion intitulée « Le traitement de l'information par les médias en temps de crise » en rapport avec la crise anglophone actuelle. Les journalistes doivent être responsables. Les journalistes doivent vérifier leurs informations avant de les publier. Et pendant une période de crise, il faut regarder tout ce que tu veux. Je parle d'exposition sélective de l'information. Il faut savoir ce que tu dois donner au public. Il faut que les journalistes soient corrects, directs, donnent l'information. Quand tu pars pour un reportage, il faut être un reporter, non pas un supporter. Chez les journalistes, la question de la responsabilité au milieu de ces déséquilibres, la marge de manœuvre du Conseil national de la communication pour influer sur la presse peut s'avérer ténue. Et toujours sur le théâtre de la crise anglophone, des avocats sont divisés sur la reprise des activités dans les différents tribunaux. Certains ont repris le chemin des juridictions, d'autres s'opposent à cette reprise des activités, estimant que de nombreux confrères sont encore embastillés dans le cadre de cette crise et d'autres ont dû fuir le pays par peur de représailles. Un an après le début de cette crise anglophone, les avocats d'expression anglaise sont divisés sur la reprise des activités dans les différentes juridictions des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et bien loin de cette crise anglophone, les communautés du Nord-Ouest et Sud-Ouest vivent les réalités d'une intégration nationale et d'une réelle cohabitation avec d'autres communautés. Toutes sont installées à Mabanda, dans le 4e arrondissement de Douala. C'est le constat que font Robert Moukoubé et Flavien Valodongo. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'explosion de 2 bombes artisanales dans la chambre du curé d'une paroisse catholique ravive les flammes de la persécution contre cette congrégation religieuse au Cameroun. Aucune perte en vie humaine, mais le diocèse de Bala est sous le choc face à cette tentative d'assassinat de l'un de ses curés. Les prières s'intensifient sans pour autant percer à jour le mystère de cet esprit meurtrier qui rôde autour de la communauté chrétienne catholique. Ce soir, une enquête qui va retracer le souffle de ces explosions pour identifier le mobile de ces démons qui s'acharnent contre l'Église catholique au Cameroun. Vous suivrez notre enquête ce soir dans ce journal. Les activités économiques tournent au ralenti au Cameroun. La faute à la dégradation criarde des principaux axes routiers, ce qui plombe les performances du secteur des transports. Cette situation remet au goût du jour des soupçons de détournement des fonds issus du péage routier. Dans ce journal, des transporteurs s'insurgent contre la mauvaise gestion des péages et l'insuffisance de l'entretien routier au Cameroun. Et la crise anglophone continue de susciter, de cristalliser l'attention de la communauté internationale. Vous écouterez dans ce journal l'analyse de l'ambassadeur de France au Cameroun. Il est l'invité du journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information
sur Equinox Télévision. La dégradation criarde des principaux axes routiers remet au goût du jour la mauvaise gestion des péages au Cameroun. Des transporteurs confrontés à ce mauvais état des routes déplorent les détournements des fonds issus du péage pour servir d'autres intérêts. La compétitivité du transport terrestre prend ainsi un sérieux coup et les activités économiques tournent au ralenti au grand désarroi des milieux des affaires. Reportage Warren Zede et Kate Diarra. Le secteur du transport routier est en proie à de nombreuses difficultés, au rang desquelles la concurrence déloyale en matière de transport des marchandises, l'insécurité et les tracasseries, pour ne citer que celles-là. Pourtant, selon les acteurs de ce secteur, les postes de péage et de contrôle routier, gérés à la fois par la police, la gendarmerie et la douane, jonchent les routes. Il y a trop de contrôle sur la route. Quand je vous dis, par exemple, nous partons de Douala pour Bangui, on a 150% de contrôle. Je vous rassure, il n'y a aucun poste où vous allez passer sans ne pas monnayer. Ces agents de contrôle, appâtés par le gain, passent pour la plupart à côté de leurs missions essentielles. Au lieu d'essayer de voir comment est-ce que nous pouvons booster la lutte contre les accidents de la route en amenant les gens à un peu de conscience et en luttant contre la délinquance routière, c'est plutôt la corruption qui atteint un seuil. Et qui subit cette corruption, c'est le transporteur. Des attitudes condamnables à l'origine de nombreuses pertes d'argent. Parce que vous partez de Douala pour Bangui, vous laissez pratiquement sur nos routes 2 à 300 000 de nos francs. Quel est le véritable rôle des péages routiers au Cameroun? Où va l'argent collecté sur les routes? Des questions qui peuvent être posées au vu de l'état de dégradation de ces routes camerounaises. En effet, selon la loi du 7 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national, l'argent est collecté par les péagistes sur le terrain et déposé dans un compte du fonds routier logé à la BEAC par l'entremise de l'agence comptable centrale du Trésor, un argent destiné, selon le même test, à entretenir le réseau routier de façon annuelle. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. Vous partez de Douala pour Bangui, le long de la route, vous allez trouver 2 à 300 camions, véhicules en panne sur la route. L'état de nos routes, les nids de poules. Quand vous prenez rien que le petit tronçon qu'on vient de refaire il y a moins de 5 ans, nous avons des trous de profondeur d'1 mètre sur cette route. À quoi sont réellement destinés les nombreux millions collectés sur nos routes lents? Une question qui, pour l'heure, reste sans réponse. Ce mauvais état des routes constitue le principal calvaire des populations résidentes à Bafoussam 1er. Les efforts de la municipalité qui a effectué un taux d'exécution de ses investissements à 67% restent insuffisants pour répondre aux besoins réels des populations. Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. De toutes les attentes des populations de la commune de Bafoussam 1er, la viabilisation des routes est une préoccupation de tous les instants. En saison sèche, elles inhalent des nuages de poussière, tout comme en ce moment avec les pluies. Ces populations doivent patauger dans les mares d'eau. Le reprofilage et même le bitumage de ces routes est un casse-tête pour le conseil municipal de Bafoussam 1er. Les communes d'arrondissement ne sont pas très loties financièrement. L'essentiel des recettes va à la communauté urbaine, qui a aussi en charge la plus grande partie du réseau routier. Ce qui n'est pas fait, vous connaissez l'état de route dans la communauté urbaine. On peut regretter ça, mais globalement, je pense que le maire Foucault a fait un travail appréciable. Face à la rareté des ressources financières pour bitumer la voirie de Bafoussam 1er, le chef de cet exécutif municipal est en passe de nouer des partenariats. Il y a la ville de Sfax en Tunisie. La partie tunisienne a déjà fait ce qui relevait d'elle, notamment une délibération validée par le ministre de l'administration territoriale tunisienne. Le 23 octobre prochain, le maire de Messuissène sera à Bafoussam avec 2 de ses proches collaborateurs, donc 2 adjoints, afin de finaliser ce projet que nous avons entamé il y a quelques mois en France. À la majorité absolue, les conseillers municipaux viennent de valider la délibération autorisant le maire à parapher ses contrats de jumelage. À 3 mois de la fin de l'exercice en cours, la commune de Bafoussam 1er est en bonne voie dans la réalisation de ses projets d'investissement. Le taux de réalisation de nos projets, que ce soit sur fonds propres ou bien sur le financement de l'État, nous sommes à 67%, je pense que c'est pas mauvais. En se séparant à cette session d'évaluation des projets à mi-parcours, les conseillers de Bafoussam 1er se donnent rendez-vous à la dernière session de décembre pour le vote du budget 2018, date d'échéance municipale
pour le renouvellement des exécutifs communaux au Cameroun. Pendant ce temps, à Konsamba 3e, plusieurs chantiers sont abandonnés au grand désarroi des populations. Plusieurs projets pourtant initiés pour assurer le développement des populations, parmi lesquels l'hôtel de ville et d'autres infrastructures visant à améliorer le quotidien des populations. Elle crie bien sûr et dénonce l'attitude de la municipalité de Konsamba 3e au regard de ces chantiers abandonnés depuis belle lurette. Et les avocats des victimes de la catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016 sont déçus de l'absence de l'ancien directeur général de Camrail à l'audience qui s'est tenue au tribunal à Ezeka, une absence critiquée par le Conseil des avocats, par le Conseil des victimes de la catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016. Les débats n'ont pas pu être ouverts sur le fond ce jour. Une grosse indignation de la part du collectif des avocats qui apporte une assistance juridique aux victimes de cette catastrophe ferroviaire. Je vous propose d'écouter Maître Guy-Olivier Motin, l'un des avocats qui défend les victimes de ce drame ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Ezeka. Il s'agit d'une légèreté. C'est une légèreté blâmable. Comme vous avez dû le souvenir, ait perdu la vue et que beaucoup d'autres ne puissent pas faire usage de leurs membres aujourd'hui, qui est des gens simplement traumatisés, mais qu'on arrive à une audience comme celle-ci, où nous partons de Douala, où on fait des kilomètres, où tout le monde risque sa vie, et qu'on arrive que les principaux responsables ne soient pas là. C'est plutôt ahurissant. Et d'ailleurs, sur ce point, il est important de noter, et vous étiez en salle, que le parquet a dû comprendre que cette légèreté ne peut pas prospérer dans un pays de droit. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il a été sollicité que puisse comparaître non seulement le monsieur qui était directeur général au moment des faits, mais davantage celui qui est directeur général aujourd'hui. Parce que vous l'avez rappelé, et ce n'est pas anodin, que Camrail est poursuivi comme étant pénalement responsable dans cette affaire, avant d'être éventuellement civilement responsable. Vous l'avez suivi, les débats n'ont pas pu être ouverts dans le fond ce jour et l'audience a été reportée pour le début du mois de novembre afin que puissent comparaître l'ancien et le nouveau directeur général de la société Camrail, pénalement responsable de ce drame ferroviaire qui a coûté la vie à plusieurs centaines de personnes selon des sources de la société civile et environ 80 personnes décédées selon des sources officielles. Je vous le disais, en titre, l'Église catholique du Cameroun est-elle encore au centre d'une nouvelle persécution dans ce reportage? Mabanda, l'un des quartiers cosmopolites du 4e arrondissement de la ville de Douala, respire la cohabitation pacifique entre anglophones et francophones. Il y a quand même l'amour entre nous, les anglophones et les francophones. Aujourd'hui, ici à Mambala, on est à l'aise, on n'a pas de problème. On est mélangés, il y a les Bassa, les Bamileke, les Mbou, les anglophones et tout. Vous allez trouver anglophones, francophones, les deux sont assis sur la même table en train de manger, il n'y a pas de guerre. Les populations qui y vivent, et malgré le climat délectaire qui règne dans les régions anglophones, développent davantage un climat social serein. Il y a tellement de mariages. J'ai deux frères qui aussi sont mariés à la zone anglaise, ils sont à Mamanda. J'en connais des beaux frères qui sont des Anglais qui sont à Mamanda. Il y a marié mes soeurs. Nous vivons en famille à Mamanda, donc nous ne connaissons pas ce problème ici à Mamanda. Même dans des différents établissements scolaires, les deux sont là. Ils ont une bonne entente. Ça fait pas une semaine, un mariage se passait ainsi, francophone, anglophone, et ça s'est bien passé. Sur le plan culinaire, les mets des deux communautés sont consommés de part et d'autre. Tout le monde consomme. À Tchou, c'est bon, c'était l'Ouest, c'est Bamanda, mais c'est la nourriture nationale aujourd'hui. Nous consommons les foufous, les héros, et nous consommons les tarots avec eux, un peu de tout. Ils consomment les mêmes choses que nous, les Bamileke. Pour Tinda Jean, par ailleurs chef de bloc 38 du quartier Mabanda à Douala, entre les populations anglophones et francophones, le ciel est sans nuage depuis des années. Donc pour la stabilité, ici à Mabanda, nous n'avons pas de problème. Au quartier Mabanda, les racines du vivre ensemble semblent bien implantées. Sur le front de guerre contre le terrorisme, des jeunes se sont mobilisés en vue d'exhorter les populations à œuvrer pour la paix, la cohésion, mais la préservation de l'unité nationale en ces temps de guerre à l'extrême nord du Cameroun. Des précisions avec Amadou Daïrou et Gladys Sidier. Chapeau en main,
les jeunes de la région de l'extrême nord marchent. Ils sont sortis en masse pour parcourir les 10 km de la paix. Ils ont arpenté des ruelles dans le département du Mayo-Tanaga, des localités de Mayo-Moskota et Koza, à la frontière du Nigeria avec l'État du Borno, l'un des bastions de Boko Haram. Des jeunes déterminés à garder la tête haute face à l'ennemi. Les difficultés auxquelles nous affrontons, c'est par rapport aux terroristes qui traversent de l'autre côté. Parce que chaque nuit, on ne dort pas bien. Ils viennent à minuit. Et comme c'est une guerre asymétrique, nous ne pouvons pas maîtriser. Même la force de défense, ça leur dépasse. Parce que quand ils viennent souvent à minuit, incendier les maisons, et tuer, enlever les personnes, tout ça. Vraiment, nous avons eu tous les problèmes du monde. L'armée sur place est en train de faire son travail, mais avec tout cela, ils ont maintenant changé le système B, c'est le plan B. Le plan B, c'est-à-dire, au lieu de venir avec les armes, faire le combat comme d'habitude, ils utilisent les femmes pour venir, n'est-ce pas, avec les kamikazes, nous faire dur. C'est vraiment compliqué. Le kamikaze est vraiment difficile à maîtriser parce qu'on ne connaît pas qui est qui. La population, à travers cette marche, a de nouveau été sensibilisée sur les nouvelles stratégies employées par la secte islamiste Boko Haram. Les jeunes de l'extrême nord ont aussi tenu à passer un message à leurs frères des régions du nord-ouest et du sud-ouest pour un retour à la stabilité. Nous voudrons que les jeunes du nord-ouest et sud-ouest comprennent que si nous sommes indivisibles, tout ira. Parce que quand certains qui viennent nous, par exemple, créer des problèmes, la division, je pense que ce n'est pas la solution. Je ne conseillerais jamais que les populations, n'est-ce pas, de créer les problèmes dans le pays. Je pense que si on était proche de Bamenda, on allait, n'est-ce pas, organiser des réunions avec les jeunes de la région du sud-ouest et du nord-ouest. Dans la construction de l'édifice paix, les jeunes de la région de l'extrême nord ont choisi d'être des acteurs et non de simples spectateurs. L'ambassadeur de France au Cameroun a effectué une visite dans les locaux de la plus grande chaîne de télévision au Cameroun. Gilles Thibault était dans les locaux d'Equinox Télévision pour apprécier la qualité du traitement de l'actualité tel que effectué par les journalistes de votre chaîne, la chaîne du peuple. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou et Mitterrand Dame. Ce tête-à-tête entre Séverin Tchunke et Gilles Thibault marque l'un des moments de la visite de l'ambassadeur de France au Cameroun dans les locaux d'Equinox Télévision à Douala. Gilles Thibault a fait le tour de quelques studios et bureaux bien encadrés par les journalistes et d'autres employés de la chaîne. Le diplomate français, qui est l'un des fidèles téléspectateurs